Voici la ville où je vis, Poitiers, en France, dans la région du Poitou-Charentes. J'enseigne ici, à l'université de Poitiers. Je m'appelle André Magor. Today, we're going to speak about an ethnic group which counts among the least well-known in North America. These groups represents the more recently formed French-Canadian community outside of Quebec. It is also the smallest one and the only one outside of the Acadians whose population does not come from Quebec. Brandy Oliver, autrefois Olivier, vient de la Grande-Terre sur la côte ouest de Terre-Neuve. Le cours d'aujourd'hui présente l'histoire de son peuple. Brandy est revenu sur la terre de ses ancêtres. Ils traversèrent l'océan dès le XVIe siècle, cap sur les grands bancs et leurs immenses stocks de morues. Certains ne revinrent jamais de cet endroit qu'ils appelaient Terre-Neuve. Leur histoire semblait trop passionnante pour ne pas chercher à la raconter, alors j'ai décidé de traverser l'océan pour rejoindre le Nouveau Monde. Tu es né dans le village de la Grande-Terre. Est-ce qu'on peut dire que ce village est un village francophone? Bien sûr qu'on peut dire que le village de la Grande-Terre est un village francophone, ainsi que le village de Cap-Saint-Georges et Élan-Sacanard. Vous n'avez qu'à aller voir vous-même pour voir toutes sortes de gens qui parlent français, qui font des traditions françaises. La France et l'Angleterre se sont combattus pendant plus d'un siècle pour la conquête de cette île dans l'Atlantique Nord. En 1713, Terre-Neuve devint anglaise, mais la France préserva ses droits de pêche. Et la côte ouest de l'île fut bientôt connue sous le nom de la côte française. C'est un endroit que le professeur Gérald Thomas connaît bien. Je comptais trouver des chansons, des histoires, tout ce que l'on étudie en ethnologie ou en folklore. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais optimiste car ils vivaient dans un endroit plutôt isolé. Et la recherche préliminaire que j'avais faite m'avait amené à penser que cet endroit serait d'une grande richesse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils avaient deux origines géographiques distinctes, même si historiquement reliées, bien entendu. Il y avait un groupe de personnes qui avaient déserté au XIXe siècle. Ils venaient de Bretagne et, dans une moindre mesure, de Normandie. Ils se sont mariés avec des Acadiens arrivés sur la côte ouest de Terre-Neuve, à la même époque. Des Acadiens d'Acadie, du Cap-Breton essentiellement. Donc, les deux groupes étaient venus de l'ouest de la France, mais à 2 siècles d'intervalle. Ils se sont unis et forment le groupe que l'on trouve aujourd'hui. Il y a des centaines de noms de lieux français à Terre-Neuve et au Labrador. Aujourd'hui, seules 5 communautés continuent de vivre en français. 3 d'entre elles se trouvent sur la péninsule de Port-au-Port. Cap Saint-Georges. Au XIXe siècle, les premiers colons pionniers s'établirent ici.
Ils préférèrent une vie libre, en exil, à la misère endémique et à l'oppression dont ils étaient victimes dans leur Bretagne natale. Séparés de leur terre d'origine, ce bout du monde devint leur nouveau monde. Jacques Cartier appela ce lieu l'île Rouge. Elle fut la plus importante ainsi que la dernière station de pêche sur la côte française. La plupart des premiers franco-terneviens, les vieux Français, y travaillèrent avant de rejoindre, parfois clandestinement, la Grande Terre. Aucun d'entre eux ne revint dans son pays lorsque la France abandonna ses activités de pêche sur cette côte en 1904. Ils avaient jeté l'ancre ici, pionniers indépendants qui s'adaptèrent bien à un environnement difficile, mais riche. Quand le trois quarts des Français qui sont venus par ici viennent de la Bretagne. Les Leroy, les Tacanou, les Lecourt, et les Prieurs, ça vient de toute la Bretagne. Est-ce que vous savez à quelle époque il est venu ici, votre père? Pour dire la vérité, non. Parce qu'il est venu ici bien jeune. Il était mousse à Saint-Pierre avec son oncle. Son oncle est mort à Saint-Pierre. Mais après ça, il a été en Chine, pour la guerre de Chine. Mais tant qu'il était en Chine, son père est mort. Puis il a été obligé de venir en France comme soutien de famille. Après ça, cette année-là, quand il arrive en France, il était trop tard pour revenir à l'île Rouge. So, il a été au Havre, et puis il a embarqué à bord d'un bateau, puis il a passé l'été sur un bateau du Havre à New York, Brooklyn et New York. La Bourgogne. On a entendu parler de la Bourgogne. C'est là qu'il était à bord, il était chauffeur. Mais l'année d'après, il s'est revenu ici, puis il est resté. Il est resté ici après. Mais je ne sais pas comment longtemps qu'il était ici avant qu'il s'est marié. Parce qu'il était gardien de l'île Rouge pour un an ou deux, je ne sais pas comment, je peux pas dire au juste. Il était gardien de l'île Rouge. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Aussitôt, les Français venaient pêcher à l'île Rouge dans le temps, là. À l'automne, ils s'en allaient tout. Mais ils laissaient toutes leurs affaires ici, et puis ils mettaient un gardien, il y avait deux hommes, enfin. Mon père puis son mousse sont restés gardiens de l'île Rouge.
J'ai rencontré Francis l'aîné à Lens-à-Canard. Son héritage français est très important pour lui, même s'il a vécu presque toute sa vie en anglais. Mon grand-père était français. Mon père était français. Je ne sais pas ce qu'ils ont venu. Le père de ma femme, il venait de France. Il est français, oui. Le roi, François le roi. Il est français. Il parlait français. Sa mère parlait français, mais sa femme est anglais. Par exemple, arrivé à ma femme, ma femme est anglais aussi. Et moi, je parlais français, mesdames. Un peu plus loin, dans le village, vit Marie-Félix. Elle raconte des histoires sur une façon de vivre qui n'existe plus dans mon pays. Quand j'étais une petite fille, bien, on était tous des petits Français là, dans ces temps-là. C'était pauvre, hein. Tout ce qu'il y avait, c'est la pêche. Ouais. Et puis, ils n'ont rien. Ils ont payé peut-être un cent et demi la livre pour la morue. Et le homard, c'était la même chose. 1 cent la livre, 2 cents. Comme ça, il n'y avait pas grand argent. Mais chez nous, papa, il était un fermier, pas commercial, mais pour nous-mêmes. Hein? Comme ça, il avait toujours beaucoup d'animaux. Des vaches, des chevaux, des moutons. Et puis, il faisait ses jardins, lui et maman. Puis, il avait toujours des beaux jardins. Comme ça, on avait toujours en masse. On avait toujours en masse à manger. Mais quand ça venait pour les vêtements, ben là, ça, c'était pas si... il n'y avait pas tant d'argent là, pour acheter, hein? Le matériel pour faire les vêtements. Mais on faisait de l'étoffe dans le métier. On faisait des fileries. Et aussi des brocheries, et des écandreries, et des plucheries. Parce que la laine, là, quand elle est tondue, puis elle est lavée, il faut tout faire ça, là, avant que c'est pareil à travailler avec, là. Il faut la plucher, premier, puis là... Bien, on invitait les femmes, là, puis on faisait... Là, toutes les femmes faisaient ça, ils invitaient les autres femmes. Et les filles, puis on était contents, là, c'était beau, ça. On faisait notre plaisir à nous-mêmes. On avait des danses, le violon, l'accordéon, et puis on dansait. Ils sont venus veiller, conter une histoire, puis toute la famille écoutait, là, c'est si beau. Ça, c'est de quoi que je manque beaucoup, là, ces temps-là. Mon père chantait beaucoup des chansons françaises. Hein. Le bourg des vaisseaux, ça c'était un, et... La Barbière. Je pense qu'il y en a d'autres. Vous vous souvenez de la chanson de l'air? Un peu, oui. Comme la Barbière, c'est quoi ça? La Barbière, c'est « À Paris, il y a une barbière, elle est 100 fois plus belle que le jour. » Mais il y en a beaucoup qui ont oublié au rapport que, après que l'école, quand on a commencé à l'école, c'était anglais, l'école anglaise. Il n'y avait pas d'école française par ici. Comme ça, ben, on est obligé d'apprendre l'anglais. Hein? On n'avait pas de choix. Il fallait apprendre l'anglais, puis c'était tout. Comme ça, quoi, ce qu'il y avait, les chansons qu'il y avait, ça, ben, c'était anglais. Comme ça, on les apprenait en anglais. Quand votre fils est arrivé, là, j'ai vu, vous parlez pas français tous les deux. Non. Oh non, il ne parle pas français. Il parle pas français. Il comprend, mais il parle pas français. Tous mes enfants comprennent français, quasiment tout, mais ils ne parlent pas. Parce que ma femme anglaise. Je parle jamais français avec ma femme. Tu peux nous dire quelque chose en français, là? Can you tell us something in French? Si. Dans les années 40, la langue anglaise était obligatoire et imposée dans toutes les écoles de la péninsule. Pour obtenir un emploi à la base américaine de Stephenville, on n'avait pas le choix. Il fallait parler anglais. De même, si tu écoutais la radio ou regardais la télévision, là encore, tout était en anglais. Les gens parlaient français chez eux,
mais ils n'osaient plus utiliser leur langue en public. Les choses ont commencé à changer dans les années 1960, lorsqu'un groupe de jeunes franco-terneviens a décidé qu'ils n'avaient aucune raison d'avoir honte de leur propre langue. Ils s'engagèrent dans une lutte pour le redéveloppement de leur langue, de leur culture et de leur identité. Nez et bouche. Tanisha, as-tu écrit ton nom? Non. Non, ok. Un trou de là, je sais pas où là, mais... Les gens de Lens-à-Canard, la Grande-Terre et Cap-Saint-Georges s'organisèrent et durent lutter obstinément pour obtenir leurs écoles françaises. 25 en prix total. On sait que 3 quarts, c'est 75%. Ils espèrent que la nouvelle génération saura maintenir la langue française. Le 3 quarts sont des chiffres que vous devrez savoir par cœur. La visite du Premier ministre Pierre Trudeau et sa politique de bilinguisme et biculturalisme furent très précieuses. En tant qu'anglophone, pensez-vous que les écoles françaises soient une bonne chose? Absolument. Si mes enfants étaient plus jeunes aujourd'hui, je les enverrais à la Grande-Terre. Quand j'allais à l'école, il n'y avait pas d'école française, vous savez. Maintenant, ces écoles sont toutes proches, à 10 ou 12 kilomètres, et c'est un avantage de pouvoir envoyer nos enfants dans une école française. Car connaître 2 langues et 2 cultures, ça vous donne un avantage pour se débrouiller dans la vie. Dans son mandat de préserver et de promouvoir le français, la Fédération entreprend des projets dans divers domaines, c'est-à-dire l'éducation, comme l'alphabétisation aux adultes et la formation à distance, l'économie, culture, services gouvernementaux et plusieurs autres choses, surtout des démarchages politiques aussi. Réapprendre le français dans la communauté est maintenant l'affaire de tout le monde. Les adultes eux-mêmes retournent à l'école. Il en reste 1, 2, 3, 4. J'ai un bonhomme qui est venu parce que ses parents parlent français à la maison, mais à lui, il parle en anglais. Lui, ils veulent réapprendre le français. Il comprend, il ne parle pas. Ils veulent la réapprendre pour qu'il parle à ses parents. J'en ai un autre, une jeune femme qui parlait auparavant avec ses grands-parents en français. Mais ils sont morts, ça fait plusieurs années. Ses parents, elles, n'ont jamais parlé à elle en français, ou très peu. Elle veut faire du rattrapage aussi, elle parle très bien, puis elle veut parler en français avec ses parents. Donc, dernièrement, elle a fait un voyage d'échange avec Saint-Pierre-Miquelon. Puis, depuis ce temps-là, sa langue a débloqué. Puis, sa confiance augmente à chaque coup. Faire revivre le français demande une grande dévotion. Robert Cormier, le directeur de l'école secondaire, le sait depuis longtemps. En même temps qu'on avait le système scolaire anglais quand même, il y avait aussi la grande influence de l'Église, parce qu'on était tous des catholiques, mais malheureusement, encore comme l'Église, comme l'école, les prêtres, c'était des Irlandais qui parlaient pas un mot de français. Alors, même notre foi à l'Église, prier, ça se faisait aussi en anglais.
Pour vivre dans leur propre langue, les Franco-Terre-Neuviens doivent d'abord trouver un moyen de subsister sur la péninsule. Danny Benoît. C'est tout ce que le monde a à faire, c'est faire comme il faisait avant. Mais aujourd'hui, le monde, s'ils veulent un sac de patates, ils allont l'acheter à la boutique. Moi, je les mets de la terre. Je vais en mettre des patates, moi. Je les plante. Mais c'est comme ça qu'il faut vivre. Ce mode de vie pourrait fonctionner pour Anne et Danny Benoît, s'ils pouvaient obtenir le prêt gouvernemental qu'ils ont demandé. Mais pour l'instant, Danny Benoît quitte son foyer tous les étés pour aller travailler à Toronto. Un autre long hiver se termine. Les Franco-Terre-Neuviens ont une relation privilégiée avec la mer. Bien que les stocks de poissons soient presque épuisés, ils ont envie de repartir sur l'océan. Leur dire qu'il n'y a plus de poissons, c'est comme leur dire qu'il n'y a plus d'air à respirer. You are from Black Dog Brook. Yeah. Vous parlez français? Un petit peu. Yeah. Un petit peu? Yeah. Vous travaillez tous les deux? Yeah. C'est mon enfant. Yeah. That's my son. Yeah. Yeah. Tu fais la pêche aussi avec ton père? Non. Seulement la construction des casiers? Ouais. S'il décide d'arrêter la pêche à la morue, là, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Oh, je ne sais pas. Without a lobster fishery, we wouldn't be able to make it, you know. Because there's not enough groundfish to keep going. Yeah. Groundfish is subsidy, it's bycatch, eh? But lobster is our main fishery. Ici Stephenville Latio-Garde-Côtière, Stephenville Latio-Garde-Côtière, sur le voie 16, à vous. Golfe nord-est, vent du sud-est, de 2,0 nœuds diminuant à le sud-ouest en 5 taux cet après-midi. Fin avril. Les pêcheurs locaux font la queue au port de la ville voisine. Ils veulent être sûrs de pouvoir acheter le hareng qu'ils utiliseront comme appât dans les casiers à homards. Tout se passe en français alors, là, entre vous? Pas tous nous autres. Il y a 4 de nous autres qui sont français. Et vous parlez en français? Ah oui. J'aime mieux au mot le français. Est-ce que pour vous, la situation économique est correcte en ce moment? Est-ce qu'elle est bonne? Non, c'est pas bonne. C'est pas toute bonne. Comme nous autres, j'ai mon petit ouvrage ici, qui est 4 ou 5 semaines à printemps, puis c'est ça. Il n'y a pas d'ouvrage par avoir l'autre printemps. Il n'y a rien d'autre en tout. Puis après, je suis fini d'ici, j'allais à Nouvelle-Écosse, travailler sur les fermes. Faisons ça jusqu'à octobre. Là, je retourne chez nous.
La plupart des jeunes, là, ils sont au chômage. Oui, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est bon pour les pêcheurs, puis ça, à cette heure, c'est pas si bon. Parce que la pêche, c'est pas bon à cette heure. Mais pour les gars comme moi, il y a des gars qui n'ont pas d'ouvrage. Pas de travail. Il y a longtemps que tu as commencé à faire de la sculpture? Vers 8 ans. Tu sais, ici, je ne travaillais pas, unemployment. So, j'ai commencé à piquer, commencé à travailler le bois. Les temps sont durs pour tout le monde à Terre-Neuve. Mais les francophones savent depuis longtemps ce que lutter pour sa survie veut dire. D'où peut venir cette volonté, cette détermination? Comme disait un franco-terneuvien bien connu, ça vient du tcheur. A little while ago, the fellow came running home. Wayne, Sunday is his name. But he had a program every week on the road again. So I come aboard one, I calls it On the Road Again. Émile Benoît était un personnage hors du commun, qui pendant une bonne partie de sa vie a été connu localement en tant que violonneux, amuseur, et aussi parfois considéré comme un personnage un peu loufoque, à cause de ses mimiques et de ses gesticulations lorsqu'il divertissait les gens. Quand il a commencé à être plus connu, cette image s'est modifiée. Quand je l'ai rencontré en 1978, son succès croissait lentement, mais sûrement. Et dans les 14 dernières années de sa vie, il a obtenu un succès vraiment remarquable. Il a enregistré plusieurs disques, il est passé plusieurs fois à la radio et à la télévision. Il a participé à des festivals un peu partout dans le monde. Il était même parfois invité à des conférences. Il était devenu un excellent ambassadeur de la culture et du mode de vie traditionnel des Franco-Terneuviens. Bonjour mes amis francophones de la péninsule de Port-au-Port et aussi la région de Baie-Saint-Georges. Ici Tony Cornac de Cap-Saint-Georges avec une autre émission de L'Écho de la Baie. Et aujourd'hui, on dévue cette émission à Émile Benoît. On aura plusieurs des pièces de chansons d'Émile et également, on a plusieurs items de nouvelles pour vous. Mais premier, voici Émile Benoît avec Vive la Rose. Mon reine, ma même de lait, on dit on vive la rose. Mon reine, ma même de lait, on dit on vive la rose. J'irai peut-être pas ce soir, vive la rose dans les villages. J'irai peut-être pas ce soir, vive la rose dans les villages.
Je ne sais pas si les Franco-Terre-Neuviens pourront toujours maintenir leur langue. Un effort collectif est nécessaire, maintenant plus que jamais. Mais les tendances individualistes et matérialistes de la société moderne menacent la vie communautaire. Toutefois, beaucoup a déjà été fait. Les Franco-Terre-Neuviens ont trouvé en eux-mêmes les solutions à de nombreux problèmes. Leur renaissance est maintenant reconnue par les mêmes anglophones qui, il y a peu, les ignoraient ou les ridiculisaient. Après un quart de siècle de travail et d'organisation, de plus en plus de gens parlent français entre eux. L'avenir de ces communautés irréductibles repose sur la jeune génération. La fierté est là. On l'avait perdue, mais je pense qu'aujourd'hui, elle est là. La fierté de quoi? D'être francophone. D'être francophone. D'être francophone. Notre culture, notre langue, elle est différente, puis on est fiers. Puis on veut la fêter. Et toi, qu'est-ce que tu retiens du passé de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres ici? Qu'est-ce que tu retiens? Je sais que dans notre histoire, il y a eu beaucoup de choses qui ont nuit à la francophonie. Je sais que mes parents et même mes grands-parents me content des histoires qui me donnent des frissons. Par exemple, mes parents, lorsqu'ils étaient à l'école, tout se passait en anglais. Eux autres, ils ne comprenaient pas l'anglais. Puis s'ils parlaient le français entre eux autres à l'école, ils se faisaient punir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui ne parlent plus le français, refusent de parler le français à cause des coups qu'ils ont reçus. Et puis, ça s'est perdu comme ça. Mais heureusement, 20 ans passés, 25 ans passés, ils ont réalisé que ça ne pouvait plus rester comme ça, qu'il fallait changer, il fallait faire quelque chose. Je pense que l'avenir, notre situation va améliorer. Il y a l'éducation qui va jouer un gros rôle. Je pense que ça va aider à regagner la fierté. La langue va s'épanouir. Je pense que c'est très encourageant. J'aimerais retourner ici enseigner en français, puis je pense qu'un jour, ça sera possible. On doit essayer, parce que rendu d'ici à l'an 2000, on va voir les grands changements qui vont prendre place, pas seulement pour Terre-Neuve, mais pour le reste du Canada, pour les petites régions francophones. Qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire et qui manque ici pour justement aider les jeunes peut-être à parler français ou à garder le français Des activités dans les communautés qui sont culturelles, comme par exemple les festivals qui ont lieu pendant l'été, comme une longue veillée à Cap-Saint-Georges et une journée dans le passé ici à la Grande-Terre. Des choses comme ça aussi aident à faire comprendre aux jeunes comment ça marche et qu'est-ce qu'ils faisaient auparavant en français. Et ça leur donne la chance de vouloir faire plus en français. Ces personnes se sont réunies pour célébrer le 10e anniversaire de leur association française.
Demain, c'est l'ouverture de la pêche au homard.
La communauté française de la péninsule de Port-au-Port ne comprend que 3000 personnes qui vivent entourées par plus d'un demi-million d'anglophones. L'une de mes dernières étapes fut Stephenville. La ville la plus importante de la région. C'est là que se trouvent les banques, les grands magasins et les services gouvernementaux. Avant, presque tout le monde travaillait pour les Américains, sur la base militaire. Mais elle a été fermée en 1967. Les immeubles abandonnés sont devenus bien plus nombreux. Le moulin à papier fonctionne toujours, mais il est de plus en plus difficile d'obtenir les emplois de bûcherons que les Franco-Terneviens ont longtemps occupés. Si les francophones veulent du travail en français, le tourisme dans leur village représente l'un de leurs meilleurs espoirs. Actuellement, l'un des rares signes de la présence francophone ici à Stephenville est le gaboteur. Ce bimensuel est édité depuis près de 10 ans. À qui s'adresse votre journal? Principalement aux franco-terneviens, francophones de Terre-Neuve et du Labrador aussi. Il est diffusé seulement dans la province? Il y a quelques exemplaires qui sont distribués à l'extérieur, environ 150-200 exemplaires qui sont distribués dans les autres provinces. Il y a quelques lecteurs de Saint-Pierre et Miquelon aussi, puis quelques lecteurs de la France aussi. Oui, mais c'est surtout les francophones de Terre-Neuve, quoi. Puis beaucoup de professeurs de français lisent notre journal aussi dans la province. On est le seul lien, finalement, entre les trois communautés, c'est-à-dire Cap-Saint-Georges, la Grande-Terre, l'Anse-à-Canard, la péninsule de Port-au-Port, Labrador City, puis Saint-Jean. On est le seul lien entre les trois, finalement. Quelle évolution percevez-vous parmi les francophones terneuviens au cours de ces dernières années? Les francophones sont plus fiers de parler français, sont beaucoup plus fiers qu'auparavant de parler français. C'est une bonne chose, puisque avec la sortie d'un livre qui raconte l'histoire des Franco-Terneviens dernièrement, je crois qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas n'importe qui, ils sont quelqu'un ici à Terre-Neuve. Le problème à l'origine, c'est qu'on ne parlait pas des francophones de Terre-Neuve dans les livres d'histoire. Puis maintenant, avec la sortie d'un livre sur les francophones de Terre-Neuve, ça leur permet de s'apercevoir, de prendre conscience qu'ils sont quelqu'un.
Les grands magasins de Stephenville attirent beaucoup de personnes de la péninsule de Port-au-Port. Les services sont uniquement en anglais. La seule personne avec qui Velma Félix peut parler en français dans ce magasin, c'est son propre fils. Si elle voulait faire un chèque en français, il serait refusé dans la plupart des magasins et même dans les banques. Voilà, merci. Excuse me, do you speak French? Yes, I do. Oui. Vous venez de quel endroit? De Cap-Saint-Georges. Cap-Saint-Georges? Oui. Et vous faites vos courses ici? Ah oui, oui. Normalement, je viens ici, puis il y a une couple d'autres magasins sur l'autre rue. Vous faites pas vos courses au Cap-Saint-Georges? Oh, il n'y a pas d'ordre pour faire toutes mes courses. Je suis quand même limitée. Il y a certaines choses que je peux ramasser à Cap-Saint-Georges. Comme du lait frais, du pain, quand on manque durant la semaine, mais il n'y a quand même pas de magasin hard, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de cacaillerie. Alors, une fois toutes les 2 semaines à peu près, je me rends ici. Je fais mon magasinage normal. C'est maintenant le moment pour moi de repartir en France. Je comprends maintenant que la lutte engagée par ces gens est la même que celle que nous menons tous. Comme les francophones de cette Terre-Neuve me l'ont souvent dit, nous devons savoir d'où nous venons, pour savoir qui nous sommes et ce que nous voulons faire. Nous sommes des francophones, ici à Cap-Saint-Georges. Il y en a qui sont gênés et d'autres qui sont fiers. Avant nous étions gênés et maintenant on est fiers de vivre et parler, penser. La joie de nos grands-pères, Cap-Saint-Georges, on te salue, car c'est à cause de toi qu'on a gardé la joie de notre esprit. Oh! Sur le bord de la mer, en essayant de mener une vie, il y en a qui usent la terre et d'autres qui préfèrent la mer. Avant nous étions gênés et maintenant on est fiers de vivre et parler français, la langue de nos grands-pères. C'est à cause de toi qu'on a gardé